Préserver, gérer, mettre en valeur des sites remarquables qui accueillent un nombre toujours croissant de visiteurs, cela veut dire répondre à des défis multiples. On attend des gestionnaires de sites qu'ils répondent à des besoins divers, créer des stationnements, des sentiers de randonnée, des belvédères, qu'ils créent de l'activité économique, et au risque trop souvent de banaliser les lieux. L'expérience acquise au fil des années par les grands sites de France montre qu'il faut agir en se fondant sur une approche très fine, sensible de la valeur des lieux et de ce que l'on appelle l'esprit des lieux. C'est la clé pour à la fois en préserver la saveur unique, mais aussi pour mieux répondre aux aspirations des visiteurs qui attendent beaucoup de la découverte de ces espaces remarquables. Exemple de cette approche dans le grand site de France des caps d'Erquy-Fréhel, qui sont un des plus beaux paysages de Bretagne. Comme dans beaucoup de sites littoraux, le cap Fréhel est un lieu très fréquenté, avec plus d'1 million de visiteurs chaque année. Au cours des années, de nombreux aménagements ont été réalisés au coup par coup, qui ont fini par porter préjudice à la qualité de ce paysage exceptionnel. Le projet paysager dont nous allons parler ici est fait à la demande du Conservatoire du littoral qui est propriétaire des lieux. Il consiste ici plus à enlever des aménagements qu'à en rajouter. Comme cette expérience est très précieuse, surtout quand on a à traiter des lieux encore vierges qui sont peu aménagés, qui sont peu impactés par des équipements lourds. Et elle rappelle que vouloir trop en faire perturbe l'esprit des lieux et l'expérience de visite. Sensibilité, sobriété, eh bien, voici les deux principes qui inspirent l'action. Ce projet a démarré avec une étude faite en collaboration avec un scénographe, Franck Vattel, et avec une historienne, Cécile Auréjac. Cette étude avait pour objectif l'élaboration d'un schéma d'intention paysagère. Il s'est poursuivi par une maîtrise d'œuvre qui consiste en fait à préciser et à encadrer les travaux d'aménagement. Le site appartient à la fois à la commune de Plévenon et au Conservatoire du littoral. Le Conservatoire du littoral étant un établissement public qui a pour vocation la protection et la valorisation des sites et des paysages, des milieux naturels et leur ouverture au public. Ce site est également un site classé et le travail a fait l'objet d'une collaboration très étroite avec les inspecteurs des sites, les services de l'État. Il y a eu de très nombreux allers-retours avec la commune de Plévenon qui a permis d'ancrer ce projet dans une dynamique territoriale. Et le grand site de France, qui a été donc labellisé en cours de chantier, permet d'inscrire ce site et ce projet dans une vision stratégique du territoire. Comme tous les grands sites, le Cap Fréhel a fait l'objet de très nombreuses représentations. Des affiches, des gravures, des tableaux, des photographies. Ces images sont relayées par les ouvrages et bien sûr par Internet. Elles vont forger une image attendue du site à découvrir. Les visiteurs anticipent les paysages, ils l'imaginent, le rêvent. Et comme en Islande, ce qu'on attend ici, c'est un site de grande ampleur, où l'homme se fait petit, où se confondent les éléments naturels, les grands motifs de la nature. On y rencontre un monument remarquable, le phare. Les premiers temps de notre démarche consistent donc toujours à explorer les lieux, à se promener, à découvrir les points de vue le long des sentiers, à percevoir la diversité des ambiances. Certains éléments de petit patrimoine se dévoilent, comme ici les vestiges de la dernière guerre. Nos pas nous mènent parfois loin du site d'étude, comme ici, vers Fort-la-Latte, à plusieurs kilomètres du cap. À cette reconnaissance sensible succède une phase d'analyse, notamment celle de la géologie, qui va permettre de comprendre ce relief en ondulation lié à des failles remplies de lave. Ces mouvements subtils du relief vont orienter le projet, notamment pour localiser et traiter le nouveau stationnement dans un lieu le plus discret possible et pour restituer un modelé naturel où des aménagements de l'ancien stationnement l'avaient gommé.
La découverte des oiseaux donne vie au site. Le ciel est habité, les falaises protègent de très longs nids et de nombreuses visites en groupe sont organisées pour observer les oiseaux, notamment avec les enfants. Suivre ces visites nous permet de prendre la mesure des espaces nécessaires à ce type d'animation. Cette photo a été prise avant les travaux, mais elle a été fortement interprétée et modifiée sur l'ordinateur. Le paysage présent à l'époque est celui-ci. Un stationnement en masse sous le phare. On ressentait alors une énorme déception de tomber sur un lieu dédié à la voiture. La traversée du stationnement est un passage obligé pour se rendre à la pointe quand on emprunte le sentier littoral. Le vocabulaire urbain du parking nous était imposé. Les panneaux, les poubelles, le sol bitumé, les voitures, le bruit des moteurs, le danger des véhicules en mouvement. On subissait cet aménagement lourd qui portait à l'époque un fort préjudice à la beauté des lieux et à la beauté du phare. Devant cet état de fait, l'objectif a donc été de retrouver pour le site plus de naturalité, de recomposer une approche sensible du phare, à la hauteur des attentes. Et cette expérience était potentiellement là. À quelques dizaines de mètres, une très belle lande offrait à un sentier potentiel, possible, à peine marqué, la possibilité d'arriver sur le phare avec une approche magnifique. Partager avec tous les visiteurs cette découverte, ce parcours devenait une évidence. La rencontre avec le phare pouvait se faire avec respect, attention, ce monument qui nous a été raconté par l'ancien gardien de phare. L'autre problème, c'est que juste derrière le phare, avant de trouver la pleine mer, on tombait sur un restaurant avec les stationnements des voitures du personnel, les panneaux publicitaires et les enseignes, avec un bâtiment assez lourd, obsurant la ligne d'horizon. L'intérieur, alors que l'on pensait être dans un grand site naturel ouvert, nous ramenait à un espace clos et commercial. La plus belle vue sur le rocher nommé la Fauconnière n'était possible que dans la salle de restaurant, espace privé, payant et bruyant. Les autres vues sur ce piton rocheux, où de très nombreux oiseaux font leur nid, sont plus délicates, voire dangereuses. Un peu plus loin, au-delà du restaurant, un cheminement un peu large, piétiné, une grosse goulotte en béton s'impose, vestige des réseaux alimentant la corne de brume que l'on voit au loin. Un ancien garage, perdu dans la lande, que l'on démolira par la suite, et le long du cheminement de nombreux panneaux variés dans leur forme et leur message, souvent dépassés et peu utiles. Parmi les objets dispersés dans le site, on trouve également des poteaux servant à fixer des longues vues payantes, installés là sans autorisation par des opérateurs peu scrupuleux. Le projet a donc consisté à enlever nombre de ces objets. C'est un projet qui agit plus par soustraction que par addition. Cette facette du projet est par essence peu visible quand elle a été réalisée, mais elle est néanmoins fondamentale. Et ces premières impressions, l'analyse du site, les intentions paysagères ont fait l'objet d'un travail collectif, notamment à travers l'exploration partagée du site. L'ensemble de ces éléments aboutit à un schéma d'intention paysagère qui tente de façon synthétique de poser sur la carte la stratégie spatiale du projet. Ce schéma prend pour base la photo aérienne retravaillée. Il se base sur un relevé de l'état existant, comme le montre cette image, et la légende reste simple et lisible. Les sentiers sont en bleu, les routes en orange, les pistes et surfaces non imperméabilisées en jaune et le bâti en rouge. Et sur cette même base, on voit se succéder là le projet et ses intentions. Cette succession permet de voir clairement et de comprendre la nature du projet, état actuel, état projet. En zoomant sur la carte, on voit bien en orange le stationnement au pied du phare. Cette présence des voitures situées à distance, souvent délaissées par le restaurant, en haut de l'image. On peut détailler ensuite les intentions paysagères, comme la suppression du stationnement, le confortement du stationnement qui est un peu plus bas, en orange, la simplification du réseau des sentiers et la démolition du restaurant que l'on voit en haut de l'image.
Le schéma d'intention s'appuie sur quelques grands principes fondamentaux qui structurent la philosophie de l'intervention et dont la déclinaison va permettre de dessiner des aménagements en cohérence avec la globalité. Premier principe, renforcer l'intégrité et la puissance de la lande. Deuxième principe, redonner un sens au phare en faisant le dernier monument bâti avant la pleine mer. Troisième principe, il s'attache aux sentiers qui, par leur simplicité, sans rambarde, sans passerelle ni platelage, donnent l'esprit du cap en restant sur la terre ferme, avec parfois quelques emmarchements en pierre assemblés sans ciment. Et quatrième principe, faire comprendre, faire connaître les richesses du phare en concentrant l'intervention et l'interprétation sur quelques lieux ciblés et en évitant surtout le mitage par les panneaux. Un dernier principe plus global consiste à replacer l'aménagement et le dispositif d'accueil à l'échelle du territoire et du grand site de France dont c'est la mission. Le travail commence dès la route d'accès, avec la pose d'une signalétique spécifique et illustrée. La création d'une piste cyclable bien distincte de la route permet la mise en place de liaisons douces vers la pointe. L'un des enjeux importants était de couper l'axe de circulation direct vers le phare en créant une chicane qui amène naturellement les automobilistes vers le stationnement, en rendant secondaire la route du phare qui va être réduite en largeur en cassant le bitume. Et on voit là, 1 an après les travaux, on commence déjà à avoir complètement oublié que la route allait tout droit. Ce traitement n'entraîne aucune frustration de ne pouvoir aller au bout en voiture et minimise les incivilités. Le stationnement, lui, se niche dans un creux, ce qui le rend le plus discret possible. Il est légèrement agrandi en allant dans le sens des rides naturelles du relief. Les talus sont doux, permettant à la végétation de gagner naturellement. Et pour préciser et caler tous les détails de l'aménagement avec l'entreprise, de nombreux croquis sont réalisés pendant le chantier. Le mobilier utilisé pour séparer les lignes de stationnement et laisser la végétation gagner naturellement reste simple. Quelques pieux, des ganivelles, des fossés de réception des eaux. Le sol reste filtrant. Les encoches orientent le stationnement des voitures sans avoir à les marquer au sol. Elles sont plantées de boutures issues de tailles de saules du site. Aucune plantation exogène ne vient perturber le lieu. Les toilettes sèches sont mises en place à la sortie piétonne du stationnement. Les poubelles ont été entièrement supprimées. Et cela fonctionne malgré une fréquentation de plus d'1 million de visiteurs par an. Pendant la durée des travaux, des sentiers sauvages sont apparus et plutôt que d'essayer de les interdire, on va pour certains les traiter, comme par exemple ici, avec des emmarchements en pierre sèche. L'ancienne montée directe qui rejoignait le stationnement a été abandonnée, cicatrisée, avec un apport de terre et une mise en défend. Le départ du nouveau sentier est indiqué par un petit panneau où figure la perspective du site. Une petite lisse en bois indique que le site n'est accessible qu'à pied et que les vélos doivent rester sur le stationnement. J'ai dessiné une perspective générale de la pointe qui, mieux qu'un plan, permet de comprendre comment fonctionne le site. Juste après le franchissement d'un bosquet, au sortir du stationnement, le sentier offre le spectacle du phare posé sur la lande à bruyère. Et cette image est délivrée par quelques pas. Il nous a fallu quitter les voitures. Et c'est le grand souffle du paysage qui permet la marche. La balise qui permet de s'orienter ont été entaillées avec des encoches qui rappellent le phare et des pictogrammes spécifiques ont été dessinés pour ce lieu. Sur l'ancien stationnement, le bitume a été décrouté pour retrouver le sol meuble. La terre végétale issue des travaux sur le stationnement et le broyat de lande sont épandus sur la surface et la végétation revient naturellement, sans plantation, sans engrais ni arrosage. Pour faire oublier la plateforme horizontale du stationnement, un modelé reprend les grandes lignes du relief naturel. Une petite image, ici, pour se rappeler ce qu'étaient les lieux quand la tour Vauban était encore étouffée par le bitume. Pour accompagner le monument, un petit enclos en pierre permet au groupe de se retrouver, aux promeneurs de s'asseoir à l'abri
il évoque les murets qui existaient à proximité du bâtiment. Le travail sur les plans anciens est très important. Le restaurant, lui, a été détruit. Des simulations dessinées ont aidé à la prise de décision, notamment des vues depuis la mer. Lors du chantier, des panneaux illustrés ont été posés sur les grilles de protection et ils ont permis de bien communiquer sur le projet en cours. En profitant du socle de pierre du bâtiment, nous avons conservé la base du restaurant en le transformant en terrasse ouverte qui permet aux promeneurs de trouver là un lieu pour s'adosser, se poser, contempler les falaises, notamment le rocher de la Fauconnière. Quelques éléments d'interprétation ont été posés sous forme de sculptures, en bas-relief, en béton teinté pour se rapprocher de la couleur et de la texture du grès rouge de Fréhel. Ce travail de Frank Wattel est le fruit d'une collaboration étroite et le scénographe s'est inspiré de sculptures ornant la salle d'honneur du phare. Ces terrasses sont devenues un lieu de rassemblement pour aller ensuite se promener de façon libre sur le bord des falaises. Pour marquer le contraste avec la terrasse construite, le sentier d'accès est traité avec sobriété. Il est traité en dallage, en pierre locale, assemblée sans mortier, selon la technique de la pierre sèche. Ce traitement de sol permet d'éviter l'érosion et de rendre le cheminement accessible et confortable. Il évite ainsi la lourdeur des plattelages en bois ou en métal. À l'extrémité de la pointe, comme une figure de proue, la corne de brume est l'un des lieux majeurs du Cap Fréhel. Avant l'aménagement, c'était un site relativement dangereux, avec une grille défensive pour empêcher les promeneurs d'accéder au rebord de la falaise. Le projet a consisté simplement à rehausser le mur de soutènement pour créer un muret garde-corps dans la continuité de la maçonnerie existante. Ce dispositif a permis de conserver la sobriété des lieux en évitant la présence d'autres matériaux comme le bois, le métal, le verre ou le plastique. On peut s'approcher alors en toute sécurité au plus près du vide. Les anciennes pistes, comme celles qui partaient dans l'axe du phare, ont été cicatrisées en repositionnant des pierres pour rappeler les strates naturelles de la roche. L'objet est là encore de simplifier l'espace pour que l'attention se porte sur la beauté et l'ampleur du site. La pose de petits monophiles tendus sur des piquets de bois a permis au cheminement d'être rendu plus étroit. Ce petit fil lisse permet de canaliser les visiteurs sans qu'il soit besoin de dresser des barrières infranchissables. Et ce dispositif fonctionne parfaitement. Le milieu naturel remarquable qu'est la lande se développe parfaitement à proximité d'une très grande fréquentation. Donc, comme le montre là le Cap Fréhel, il semble possible dans ces grands sites très fréquentés, tout en restant dans une sobriété de matériaux, d'être au service de la beauté des paysages par la simplicité et la sobriété du projet.